Et comme convenu, le 3e épisode de la série Snowpiercer est sorti, l'occasion rêvée pour revenir sur celle-ci. Salut à tous, c'est Vince alias AmirGame et aujourd'hui j'ai décidé de revenir sur la série Snowpiercer, également disponible en France sur Netflix. Il y a finalement plus de matière que je l'imaginais et je l'ai d'ailleurs remarqué dans l'épisode 3, donc cette vidéo sera essentiellement concentrée sur l'épisode 3. Donc c'est une évidence, mais je tiens à vous prévenir, ça va spoiler. Ça va spoiler l'épisode 3 uniquement. Évidemment, je vous invite tout d'abord à jeter un coup d'œil sur ma critique consacrée aux 2 premiers épisodes que j'ai déjà sortis la semaine dernière. C'est certes une analyse sans spoil des 2 premiers épisodes, mais je donne également mon avis sur une critique un petit peu globale sur l'aspect réalisation, écriture, esthétique du film, le tout dans cette première vidéo. Ici, je vais plus me pencher sur l'histoire, sur l'avancement de l'histoire. Et je ne vous cache pas que je me suis perdu sur la quantité assez conséquente du nombre de personnages dans cette série. Pourtant, cette dernière se concentre essentiellement sur les personnages principaux, c'est une évidence, mais on va beaucoup mentionner des noms d'autres personnages, d'autres caractères à droite et à gauche, et on peut très facilement se perdre. Donc il a fallu que je prenne un petit peu de recul, que je prenne des notes, que je réapprenne un petit peu les noms de chaque personnage pour mieux m'y retrouver, et je pense qu'on va faire un petit peu le point dans cette vidéo. Donc vous l'avez compris, tous ceux qui suivent cette série et qui ont un petit peu de mal à comprendre l'avancement à cause de la complexité des personnages, eh bien ne vous en faites pas, cette vidéo sera là pour vous aider. Je suis un sauveur. Ou pas. Dans cette série, depuis le début, on a à la fois 2 arcs centrés d'une part sur les riches et sur les pauvres, comme je vous le disais, mais on va surtout représenter ces 2 structures par 2 personnages. Layton représentera la partie opprimée, tandis que Cavill représentera la partie privilégiée. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple à comprendre. Mais la série se focalisera également sur d'autres personnages annexes lors de petites scénettes dispatchées dans l'histoire, et chaque arc dans l'ensemble va s'entrecroiser au fur et à mesure. Vous savez, c'est plutôt cohérent par rapport au contexte du train, le fait que tout se passe exactement au même endroit, le fait que dans un train, on peut souvent croiser les mêmes personnes à force de vouloir traverser un wagon à un autre. Le fait est que les riches ont décidé d'organiser un combat de pauvres en récompense de la 3e classe pour le gagnant. Et ce pour en premier lieu divertir les passagers de première classe. Mais on saura bien plus tard le véritable intérêt de ce combat. Cet épisode 3 va davantage se focaliser sur le personnage de André Layton, qui continuera son enquête comme prévu. D'ailleurs, je trouve ça très comique de l'appeler Layton. Professeur Layton, lol. Pour rappel, ce personnage enquêtera sur la mort d'un certain Sean Wise. Ce dernier a été retrouvé les membres coupés et le zizi coupé. Voilà, je suis plus explicite que la dernière fois cette fois-ci. Et surtout, on apprendra que ce fameux Sean Wise est très probablement le mouchard de Wilford. Et pour ceux qui ont déjà vu les 2 premiers épisodes, vous devez déjà savoir qui est exactement Wilford. On va y revenir. Et l'enquête va donner une nouvelle piste. Apparemment, une certaine drogue a été trouvée en 3e classe, le chronol. Considéré avant tout comme une drogue nouvelle, finalement, Layton va démentir en disant que celle-ci existe depuis 2 révolutions à l'arrière du train. C'est juste la première fois qu'on découvre ce genre de substance en 3e classe. Et finalement, cette piste va nous amener sur un nouveau chemin. Nous allons comprendre l'origine du chronol. Le personnage d'Henry Klimp, plus ou moins responsable d'une espèce de morgue qui permet d'endormir et de stocker les gens. Et si j'ai bien compris, c'est un petit peu une façon de remplacer la prison, vu qu'on peut pas enfermer tout le monde comme ça. Ce dernier troquait des médicaments spéciaux en échange de soins précis. Et ces mêmes médicaments ont été trafiqués pour être changés en drogue qu'on appelle le chronol, de manière à créer du trafic. Et c'est ainsi que nous comprendrons que le combat organisé existe surtout de manière à faire sortir un petit peu tous les dealers, sortir le dealer du chronol en question de son trou. Et tout ceci pour comprendre que Sean Wise était en fait accompagné d'un autre homme mystère. Le personnage au crâne rasé de la fin qui recherche Nikki. Alors pour l'instant, Nikki reste un personnage plutôt flou, mais on sent très clairement que l'enjeu principal de la première saison sera essentiellement centré sur elle. Mais ce qui est sûr, et c'est là que ça devient intéressant, c'est que Nikki a l'air d'avoir des liens cachés avec ce personnage qu'on peut voir à la fin en tant que cliffhanger final de l'épisode, qui lui a des liens avec Sean Wise, qui avait des liens avec Wilford, et Wilford on reviendra sur lui. Donc tout ce qu'il faut savoir pour l'instant est que le commandant de bord
de ce train cache quelque chose de secret assez important qui peut-être sera l'enjeu majeur de cette série. Vous savez, ça fait un petit peu penser à la série The Expanse. Enfin, cette série commence doucement avec une sorte d'enquête qui, au fur et à mesure, sera l'enjeu principal, le plus important de toute la série entière. Et ça, c'est super intéressant et j'ai l'impression qu'ils tentent de reprendre le même schéma pour Snowpiercer. Donc attendons de voir à la suite. Et en parallèle, André Layton va doucement créer des liens avec Roche. Nous comprendrons que ce dernier avait 3 enfants, dont 2 de mort, et qu'au fond, ce dernier n'est pas si cruel que ça, il a une âme. Ce n'est pas parce qu'il fait partie des privilégiés qu'il est forcément méchant. Et j'imagine que c'est le cas avec d'autres passagers du bord qui commencent doucement à s'entendre avec le personnage d'André Layton. Et c'est encore une fois pour ça que j'apprécie un peu cette série, c'est qu'on essaye d'effacer l'aspect manichéen qu'on pouvait très souvent voir dans le premier film, même si le style était complètement différent et je n'ai pas forcément envie de juger ça. On sait également que André cache 2 liens amoureux, d'une part avec Zara, mais d'une autre avec Josie. D'ailleurs, en embrassant Josie, on peut le voir échanger un espèce d'objet avec leur bouche, un objet mystère. Je pense que ça a peut-être un lien avec le fameux foulard à la fin de l'épisode 2, et forcément, c'est un lien avec probablement une nouvelle révolution que André Layton essaie de créer à l'arrière du train pendant qu'il continue d'avancer dans son enquête. Petit détail subtil que j'apprécie, le whisky à 15 minutes de l'épisode 3 remue sans arrêt et ce genre de petit ajout qui permet de nous faire comprendre qu'on est en permanence continuellement dans le train et que c'est censé bouger tout le temps. Alors j'imagine que dans l'univers, les privilégiés ont droit à un espèce de système qui permet de rester stable, d'avoir créé un système de stabilisation, surtout l'avant du train, mais ça n'empêche qu'on peut voir le liquide continuer de bouger pour rappeler aux spectateurs que oui, on est toujours à l'intérieur d'un train qui bouge tout le temps. Et j'ai beaucoup aimé l'idée de distraire les passagers de première classe avec un combat, de manière à les faire oublier sur les éléments qui peuvent s'avérer être catastrophiques au fur et à mesure de la série. Ça fait clairement écho aux politiciens qui tentent des tactiques de diversion pour cacher la crise aux citoyens du peuple. Et je prends pour exemple notre propre gouvernement français qui se frotte les mains grâce au Covid-19 pour masquer les nouvelles réformes, les privatisations dans le dos des gens et beaucoup d'autres exemples. Je voulais également revenir sur le personnage de Wilford qui pour l'instant reste un mystère à part entière. Ce que nous savons pour l'instant est que Wilford est remplacé principalement par le personnage de Mélanie Cavill. On ne sait pas où est le vrai Wilford ou si ce dernier a réellement existé un jour. Et même s'il existait vraiment, on ne sait pas si ce dernier est mort, on ne sait pas encore si Mélanie Cavill s'est inventé le personnage de Wilford et pourquoi. Est-ce que Mélanie était la femme de Wilford? Est-ce que le bébé qu'on peut voir sur la photo à la fin du premier épisode était en fait son enfant, celui de Mélanie et de Wilford? Le mystère pour l'instant reste entier, mais j'ai envie de dire que c'est ce qui fait la différence majeure avec le film de 2013. En effet, dans le film de 2013, Wilford était là, il était bien réel et incarné par Monsieur Ed Harris en personne, alias William de Westworld. Qu'est-ce que j'aurais aimé revoir Ed Harris dans cette série? Pour moi, Wilford a réellement existé, reste à savoir de quelle façon il a disparu. Donc, pour résumer, voilà ce qu'on sait. Mélanie Cavill a envoyé André Layton enquêter sur la mort de Sean Wise, car ce dernier était la taupe de Wilford, donc de Mélanie. Sa mort étant prise pour une attaque personnelle de manière à peut-être probablement se rebeller sur le subterfuge, le fait de nous cacher que Wilford n'existe pas. Peut-être que Mélanie prend ça pour une attaque personnelle. Je rappelle que Sean Will a été retrouvé les membres coupés, donc ce n'est pas un meurtre normal, mais plutôt une sorte d'avertissement. Donc Mélanie Cavill cherche à retrouver rapidement le tueur en question avant qu'on le dévoile au grand jour. Peut-être que le tueur en question voulait dévoiler au grand jour aux passagers que Wilford n'existe pas. Peut-être. Donc la série est finalement beaucoup plus énigmatique qu'on ne le pense. Et avant de finir, je tiens à mentionner quelques commentaires que j'ai trouvé plutôt pertinents. Tout d'abord, nous avons Philippe2005 qui nous précise que cette série est en fait un spin-off du film et de la bande dessinée. Pour l'instant, je n'ai pas encore été chercher des sources qui permettent de démontrer où se situe exactement la série, mais oui, il est fortement probable que celle-ci soit un genre de spin-off, mais si c'est le cas, ça risque d'être un petit peu dommage car on ne pourra pas bénéficier d'une fin plus ou moins épique car le tout était déjà présenté dans le film. Le film est un final à part entière, donc j'ai peur que cette série ne propose rien d'autre de forcément pertinent
que cette histoire d'enquête et j'en passe. On a Funreal qui réagit sur le fait que j'ai parlé d'enfants sans âme pile au moment où j'ai affiché un roux à l'écran. Alors, je n'ai vraiment, mais vraiment pas fait exprès. Ceci dit, ça m'a beaucoup fait rire, mais bon. Je tiens à préciser par ailleurs qu'une partie de mes cousins sont roux et que les femmes roux sont les plus belles. D'autres questions? Il nous précise également selon lui que pour recréer un genre de microcosme dans un univers tel qu'il est présenté dans la série, on doit peut-être avoir au minimum 250 wagons sur les 1001 wagons consacrés à la technique. Donc quand il parle de technique, j'imagine qu'il veut parler d'agriculture, tout ce qui est basé sur un genre d'écosystème artificiel. Je tiens à préciser qu'on voit dans l'épisode 3 des personnages manger des dattes. Pour créer des dattes, il faut des graines très spéciales. Enfin, c'est très bizarre qu'un mec qui a créé un genre d'arche pour survivre ait pensé à trouver des graines pour créer des dattes qui, selon moi, n'est pas forcément le plus essentiel, même si j'adore les dattes. Et c'est vrai que je pense que je m'en ferais pousser si j'étais Wilford. On a Cineraman qui, lui, nous précise qu'il n'apprécie pas vraiment le fait d'avoir changé l'histoire en une sorte de série policière basique. Et en gros, j'y ai déjà plus ou moins répondu, mais je ne pense pas que la série sera basée uniquement sur un genre d'enquête policière. Et comme je le disais, avec la série The Expanse, on commence celle-ci avec une enquête policière très classique, un genre de truc détective privé plutôt soft, pour au final nous amener sur un enjeu très important. Et je pense que ce sera le cas de Snowpiercer. On commence doucement avec une enquête qui va nous amener à un élément majeur et qui, selon moi, sera centré sur le personnage de Nikki. Il nous dit également qu'il n'est pas d'accord avec le fait que, comme je le disais, la série est à mes yeux beaucoup moins caricaturale que le film qui, lui, appuyait énormément sur le côté méchant, gentil, gentil. D'après lui, Layton est aussi caricatural, et ce à quoi je réponds que je ne comprends pas en quoi il est forcément plus caricatural que le film. Pour moi, Layton est un personnage on ne peut plus réaliste, il agit comme tout personnage de son genre devrait réagir dans un univers tel quel, alors qu'encore une fois, le film appuie énormément sur le manichéisme de l'histoire, et ce par exemple en rendant les méchants ridicules. Tandis que dans la série, Layton et Cavill sont des personnages parfaitement normaux. Et on ne voit par exemple à aucun moment Cavill dire « Ah, les pauvres doivent rester à l'arrière parce qu'ils se sont des clochards, il faut les tuer, il faut les torturer. » Cavill essaye de maintenir le train stable, elle a une politique et une logique à elle, seulement sa situation fait qu'elle n'adopte pas le point de vue des opprimés. Ce qui évidemment est le contraire du professeur Layton. André a vécu avec les pauvres, il comprend les pauvres et essaye d'agir pour eux. Pour l'instant, je ne vois absolument rien de caricatural dans la série. Mais attendons de voir la suite. Donc forcément, depuis la semaine dernière, j'ai quand même jeté un petit coup d'œil sur les retours des gens concernant Snowpiercer, et je suis surpris de voir que beaucoup de gens descendent la série. À mes yeux, pour l'instant, je ne la trouve pas vraiment exceptionnelle, mais je pense qu'elle mérite sa chance. Mais j'attends évidemment de voir de quelle manière la première saison va se conclure, malgré le fait qu'évidemment celle-ci soit plein de défauts, et je pense par exemple aux effets spéciaux que je trouve vraiment pas bon à côté du film. Et le film date de 2013, donc ce n'est pas d'hier. Pour l'instant, la série reste relax à mes yeux, c'est sympa à regarder, sans forcément casser des briques. J'attends de voir de quelle manière celle-ci va se terminer avant de pouvoir juger dans sa globalité. Et c'est un petit peu ce que j'ai fait avec la série The Expanse, parce que The Expanse, ce n'est pas une œuvre que j'apprécie particulièrement dans son ensemble, mais il y a énormément de passages que je trouve tellement cultes que ça vaut le coup d'œil à coup sûr, même si elle est remplie d'éléments que je trouve parfois un petit peu ennuyeux. Et ce sera donc probablement le cas de Snowpiercer. En attendant, si vous avez autre chose à rajouter sur l'épisode 3, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Peut-être que si je fais une autre vidéo encore sur Snowpiercer, je les mettrai en avant comme aujourd'hui. En attendant, je vous invite tout simplement à vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche, liker, partager et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.